Voilà, bonsoir et merci pour votre présence. Désolé pour le retard, mais j'avais oublié les clés dans mon bureau. Et bon, ma foi, c'est pas encore totalement inutile de pouvoir rentrer chez soi, si chez soi il y a. Parce que depuis, depuis hier, quand même, la question du chez soi se pose dans des termes que nous n'imaginions pas à ce point-là. Voilà, dire que nous sommes tous un peu assommés, mais bon, ça faisait longtemps qu'on regardait la matraque qui allait nous tomber dessus. Elle tombe peu à peu. Et encore, on n'a reçu qu'un premier coup. Il y en aura sûrement d'autres à venir. Merci Jean-Michel. Quand on a pris ce rendez-vous, c'était bien avant le 9 juin. Voilà, donc on ne savait pas que tout ça allait arriver. Peut-être aussi une raison de plus, finalement, qui motive le débat que nous allons avoir, ou que tu auras aussi avec le public qui est là ce soir. Euh, dans un temps où on disait tout est politique, c'est un temps vraiment tellement oublié que des fois on se demande même s'il a existé. Il y avait cette fameuse formule qui était mais d'où tu parles, voilà. Alors moi je vais dire par rapport à toi d'où je parle, parce qu'après tout il faut aussi le tutoiement qui sera de rigueur tout de suite. Il faut peut-être en dire un peu l'origine. Moi je t'ai connu quand tu étais ici journaliste à Radio France, et on a très vite fait connaissance autour du travail de la librairie et puis du début des éditions Verdier, pour lesquelles tu t'es beaucoup battu à la naissance et après. Et puis en 81, tu nous as invités à découvrir le Val de Dagne, où tu habitais encore avant d'habiter à La Grasse, et c'est là qu'on a nouer plus encore un lien indissoluble avec la maison au livre jaune, la maison Verdier. Voilà, c'était les toutes premières rencontres. Et puis bon, il y a ce temps du compagnonnage, c'est assorti de choses importantes, comme en 95 évidemment le premier banquet du livre, ou en 2007 un banquet très particulier que nous aborderons, qui était à la fois avec des livres jaunes, mais beaucoup de noirceur, avec cette huile de vidange et de gazoil répandue sur plusieurs milliers de nos livres, si j'ose dire, communs, à Ombre Blanche et au banquet du livre. Et, bon, et on sait bien pourquoi, comment et par qui, bien que l'enquête se soit arrêtée sous la pression de ceux qui ont la possibilité d'arrêter une enquête. Voilà, je vais en venir à la Grasse, parce que tout ça, c'est dans un lieu. La Grasse, c'est... euh, je te disais tout à l'heure, ce livre est une enquête courte, dense. On ne va pas la résumer dans un débat, parce que sinon, il faut laisser les gens pouvoir la lire tranquillement chez eux. Donc on va, si je veux dire, tourner dans les rues de la Grasse, et sous cette citadelle divisée en deux, avec une partie formidablement active, et puis une autre qui voudrait être formidablement dominante. Alors la Grasse, voilà, j'ai regardé tout à l'heure, la température maximale moyenne est de 29 degrés au mois d'août. Ce qui est plus intéressant dans la fiche Wikipédia, c'est la démographie. 1200 habitants en 1793, 900 en 1911, 700 en 1962, on va dire au début des Trente Glorieuses, 540 en 2021. Ça, on va dire, c'est l'évolution d'un village, comme il y en a tant d'autres dans ces villages où finalement on dit, on s'est tellement éloigné des territoires que tout d'un coup on découvre qu'ils existent à travers le vote. Ce qui n'est pas le cas de la Grasse, puisque hier la Grasse a voté pour 50% de ses habitants à gauche, et juste quand même une centaine a cru bon de mettre un bulletin noir dans l'urne. Voilà, donc depuis 1980, le village est passé de 700 habitants à 540. Il est toujours sur les rives de l'Orbieu, dominé par cette abbaye, une des plus anciennes de l'Occitanie, dont la première pierre a été posée en 778. Voilà, c'est ici et depuis 20 ans que se joue une sorte de parti politique, mais pas que politique, intellectuelle, morale, aux répercussions
d'une certaine façon anthropologique. Alors, à un moment donné, je me suis dit, tiens, on pourrait même aller regarder comment les sociologues ou les anthropologues ont pu s'intéresser comme ça à des communautés villageoises. Mais bon, comme on ne va pas s'intéresser aux autres, mais, mais à la grâce et à toi. Voilà, toi, tu es citoyen, éditeur, tu as été acteur d'une diffusion de savoir à travers les banquets du livre et tu as été président de l'association qui produisait ces banquets. Donc, voilà, la présentation est faite. Je t'ai dit peut-être la première, c'est pas du tout une question, mais comment toi tu pourrais nous donner à ce public qui, pour partie, peut-être ne connaît pas cette affaire, cette histoire, un coup de rétroviseur sur la vie dans ce village, sur ta vie dans ce village et sur la vie du village à l'aune de cette répartition aujourd'hui des rôles des uns et des autres. Bonsoir à tous. Donc le village de la Grasse, il est, au-delà du fait qu'il est beaucoup plus beau que les autres, il a aussi des particularités très communes avec ces petits villages des Corbières, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas vraiment d'activité économique susceptible de pouvoir retenir les enfants et les jeunes, quoi. Donc petit à petit, au cours des années 70, il y a quelque chose qui s'est dégradé très lentement et qui allait normalement aboutir à la fin de ce village, quoi. Et il y a une communauté religieuse qui est arrivée à l'abbaye, qui a racheté cette abbaye contre toute attente. Une communauté qui venait des alentours de Lanza del Vasto, l'Arche, et des chrétiens de gauche, comme on disait, avec des grandes familles et la volonté d'une expérience comme ça, collective, de foi et de vie collective. Bon. Ça a fait très peur à tout le monde, parce que tout le monde s'était habitué. On est en quelle année, là, à peu près ? On est en 75, non, je crois, un truc comme ça. 77, ouais. Et on s'était habitué à la fin de ce village, et tout d'un coup, il faut rouvrir une classe, puis deux dans l'école. Bon, bref, ça a été très compliqué pour les gens de la Grasse. Il y a eu des frictions à cette époque-là, et petit à petit, grâce aux enfants, quand même, qui à l'école sont devenus très amis, ceux de la Théophanie et ceux des Lagraciens de souche, comme on disait si joliment. Et donc la communauté s'est implantée et est devenue partie du village de façon assez harmonieuse. Mais la question des communautés est posée, c'est-à-dire c'est très compliqué une communauté, vivre ensemble et tout, même sous la lumière divine, c'est compliqué. Donc ils se sont engueulés de façon rédhibitoire, et ils se sont séparés, et donc ils ont vendu l'abbaye. Et l'abbaye s'est refermée. Nous, on avait appris à imaginer un avenir à notre présence à la Grasse autour des éditions Verdier, et on a créé ce banquet du livre qui a fonctionné, qui a amené beaucoup de gens de Toulouse, de Montpellier. Et en 2004, c'est-à-dire il y a 20 ans précisément, l'abbaye était fermée. Bon, en 2004, on a vu arriver une communauté de chanoines. Ils étaient une vingtaine à peu près. Ils venaient de Gap et ils s'installaient là. Ils essayaient de nouer des liens avec le village de façon plus ou moins habile. Moi, il y en a un qui essayait de m'emprunter des livres de philosophie pour me faire voir qu'il me disait ma bibliothèque est en carton, et dans les cartons, pardon. Vous n'auriez pas les écrits sur l'art de Feuerbach, sur Marx. Et je me disais, c'est quand même très étrange comme prise de contact. Mais bon, voilà, ça, ils essayaient des trucs. Et on est allé les voir, puisque c'était nos voisins, que nous étions... nous avions installé le banquet dans la partie médiévale, et on comptait installer une maison du banquet qui finalement... cette installation a eu lieu en 2008. On est allé les voir pour se présenter, pour dire voilà, nous on fait des banquets, tout ça. C'était en 2006, lorsque nous avons redémarré le banquet à la Grasse. Et il y a eu
un truc assez étrange, c'est qu'on a été reçu par un chanoine qui n'était pas le père abbé. Le père abbé n'était pas là, ou je sais pas quoi. Et il nous a écoutés et j'étais avec Gérard Mobilier, qui évidemment, au bout de 5 minutes, commençait à blaguer de façon un peu plus ou moins lourde sur les chanoines entre eux dans les cellules, tout ça. Et le type était parfaitement tétanisé, et bon, voilà, pas plus. Et on a appris ensuite, mais 10 années après, qu'un mois avant notre entrevue, le fondateur de la communauté, Vladimir de Saint-Jean, avait été exfiltré par l'évêque pour une affaire d'abus sexuels. Bon. Et nous, comme des benets, pour faire une bonne blague sur les chanoines entre eux. Bon, bref. Donc, l'histoire a commencé des rapports qu'on avait avec eux qui étaient des rapports normaux. Nous, a priori, on pensait que mettre des chanoines dans une abbaye, c'était pas idiot, quoi. On disait les boulangers dans des boulangeries et les chanoines dans les abbayes. Donc il n'y avait absolument aucune prévention, aucun soupçon. Et eux, ils venaient assister à beaucoup des conférences qu'on donnait. Voilà. Et puis, il y a eu, en 2007, un attentat, une nuit, pendant le banquet, là où les livres ont été massacrés. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les chanoines, qui n'étaient pour rien dans l'attentat, parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à ce que quelque chose comme ça se passe, mais ils avaient hébergé un groupe de scouts d'extrême droite, c'est leur clientèle préférée tous les étés, et lorsqu'ils se sont rendus compte que 3 ou 4 d'entre eux avaient, pendant la nuit, pénétré par une fenêtre et aspergé 3500 livres d'un mélange d'huile de vidange et de mazout, ils ont décidé de les virer, quoi. Et le matin, moi, j'ai vu sortir ces trois jeunes avec un chanoine, jeter des sacs à dos dans une Renault Espace et partir très vite, alors que les gendarmes étaient en train de faire les premières constatations. Donc là, il y a eu, disons, un petit refroidissement entre nous. On est allé essayer de s'expliquer avec eux, avec le père Michel, qui était le communicant, et que j'ai retrouvé 20 ans après comme responsable du prieuré de Pau. Et donc là, il y a eu quelque chose qui s'est cassé entre eux et nous, et depuis, on n'a pas vraiment beaucoup de rapports. Ce qui s'est passé depuis, c'est que eux qui étaient parfaitement discrets à l'intérieur de l'abbaye, qui passaient leur temps dans l'abbaye avec leur vie religieuse, et à l'extérieur de l'abbaye, dans les tâches parce que c'est des chanoines, c'est pas des moines. C'est-à-dire, ils sont pas en closure, ils sont aussi dans le monde, dans les hôpitaux, dans les prisons. Ils font de l'aumônerie de prison, d'EHPAD. On verra aussi que ça sert à récupérer des testaments, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc, ils ont installé leur pratique. Le village était toujours assez ignorant de ce qui se passait, et nous, on commençait à voir quand même l'été des gens, des groupes venir dans l'abbaye, y passer quelques jours, faire des retraites, et des gens qui avaient des inspirations et des comment dire, qui manifestement appartenaient à l'extrême droite. Quand l'année dernière, par exemple, sur le chemin des Jardins, quand tout l'été vous croisez des gens avec des t-shirts avec marqué Zemmour, je ne sais pas quoi, bon. Quand vous croisez plusieurs fois dans certains week-ends Robert Ménard, le maire de Béziers, et sa femme
dans le village parce qu'ils sont en retraite dans cette abbaye, vous vous dites il y a quelque chose qui relève de la politique. C'est confirmé par leur engagement pendant les manifs pour tous. Ils font des cars pour aller manifester contre le projet de loi. Et là, il y a quelque chose qui se noue, qui commence à nous inquiéter. Et quand je dis nous, c'est le petit groupe autour du banquet. Hein, c'est pas... Et donc, on commence à essayer de parler aux gens. Et là, la réaction la plus commune, c'était « Ouais, mais bon, on s'en fout, quoi. C'est des moines, ils sont dans l'abbaye, laissez tomber. » Bon. Et donc, plus les années passent et plus on voit qu'il y a un projet politique et on décide d'enquêter. C'est-à-dire il faut, à un moment, donner des éléments. Alors, c'est pas simple, mais il faut donner des éléments et il faut commencer par le commencement. Qu'est-ce qui s'est passé en 2006 qui a justifié la mise à l'écart du créateur, du père abbé, pour, raison de santé. Voilà. Donc moi j'ai commencé à me dire qu'il fallait que ça soit moi qui le fasse, quoi, parce que bon, j'étais sur place, je vis là depuis 45 ans, je connais tout le monde et il me semblait, même si ça me paraissait très compliqué d'enquêter sur l'intérieur de l'institution de l'Église et de l'abbaye en particulier, il fallait y aller, quoi. Donc, autre chose aussi, il y avait des gens à la Grâce qui commençaient à trouver insupportable que nous ne fassions rien, quoi. Que après tout, après toutes ces années à défendre dans les banquets, dans les rencontres qu'on organisait, une certaine idée du rapport à la vérité, voilà, ça allait bien, quoi. Il fallait. Bon. Et si tu me permets, je pense, par exemple, là, particulièrement à mon fils, qui commençait à se demander si son père, qui avait bassiné les repas de famille pendant des années avec son passé de gauchiste, si ça valait encore quelque chose, quoi. Voilà. Et ça, j'en parle parce que c'est une comment dire, une convocation à laquelle on ne peut pas échapper, quoi. Voilà. Donc je me suis lancé là-dedans, c'était il y a plus d'1 an, et j'ai beaucoup travaillé sur l'Église de France. Et j'ai rencontré, pour ma grande chance, des gens qui étaient dans l'Église. J'ai rencontré d'abord Luc Caragel, qui était le curé de Saint-Jacques à Carcassonne. C'est une paroisse centrale très importante parce que c'est une paroisse qui réunit des gens très défavorisés. Bon, il y a toute la communauté gitane, par exemple, qui est à Saint-Jacques. Et Luc Caragel était, pendant plusieurs années, le vicaire général du diocèse de Carcassonne. C'était donc le bras droit de l'évêque. Et à ce titre-là, il gérait avec lui toutes les affaires du diocèse. Et il est rentré en conflit avec son évêque qui, de son point de vue, avait une attitude trop permissive à l'égard des chanoines qui, à l'intérieur même de l'Église, faisaient n'importe quoi. Parce que nous, au village, on ne voyait pas ces trucs-là, mais il s'était emparé de l'Église paroissiale, parce qu'eux, ils n'ont pas le droit de célébrer des
des mariages, des baptêmes, des enterrements dans l'église de l'abbaye. Il y a pour ces sacrements-là un seul endroit dans un village, c'est l'église paroissiale. Et l'église paroissiale, c'est pas eux qui la contrôlaient, c'était le curé du village, Louis Lopez, qu'ils ont fait virer après, mais bon, et qui parfois leur refusait de donner les clés de l'église parce que c'était pas conforme à la règle, quoi. Bon. Donc il y avait ça, il y avait une lettre signée par une vingtaine de curés du Minervois et des Corbières à l'évêque pour protester contre les libertés que les chanoines de la Grâce prenaient avec la liturgie, parce qu'évidemment, eux, ils sont d'avant Vatican II, et avec aussi, par exemple, ils arrivaient dans des maisons de retraite où ils voulaient s'installer, et sans aucun égard pour les pauvres curés qui, depuis déjà 20 ans, faisaient le travail et tout. Ils les viraient, et voilà. Et donc il y a quelque chose, ça c'est la première chose dont je me suis rendu compte, il y a quelque chose qui commençait à cristalliser dans l'Église catholique du diocèse de Carcassonne contre ces chanoines. Bon. Et ensuite, bon, tout ça, ça fait des petites histoires, ça ne fait pas la grande histoire. La grande histoire, c'est que quand on a travaillé sur l'affaire de Vladimir de Saint-Jean, je suis allé voir le père abbé. J'ai demandé un rendez-vous au père abbé de la Grâce, qui m'a reçu et qui, à ma grande surprise, a répondu à toutes mes questions. C'est ça qui est très étrange. C'est que, en gros, pour l'enquête, j'ai vu 2 chanoines. J'ai vu le père abbé, Emmanuel Marie, et le père Michel, qui était le numéro 3 lors quand il y avait Vladimir de Saint-Jean, et qui est le numéro 2 maintenant, et qui viennent de partir, il y a 6 mois, s'installer à Pau pour ouvrir, avec 3 autres chanoines de la Grâce, un prieuré, je ne me rappelle plus de l'expression, un prieuré, bon bref, c'est une succursale en gros Et là aussi, il y aurait beaucoup à dire sur l'opération qui se passe là-bas, opération immobilière, financière, et qui n'a qu'un seul but, c'est de faire une aumônerie, de prendre en main ce qu'ils ont déjà fait en 6 mois, l'aumônerie de tout l'enseignement privé, de la prison et de l'hôpital privé de Pau. Et j'ai été en contact plusieurs fois, j'ai rencontré les gens d'une association qui s'appelle Catholique 64. 64, c'est le numéro du département. Et ils sont quand même 400, hein, les mecs. Et eux, ils sont fous de rage parce qu'ils disent que l'évêque de Bayonne, Paul Escar, Monseigneur Hayet, qui est un personnage très singulier, qui a défendu Bachar el-Assad, Poutine, qui est allé à Moscou, enfin, qui a comparé l'avortement à la Shoah, enfin bon, un type particulier quand même. Et lui, depuis 10 ans, il fait venir des communautés religieuses les plus à l'extrême droite possible. Et petit à petit, toutes les maisons diocésaines qui sont vides, toutes les paroisses qui sont vides, il les remplit avec des gens d'extrême droite. Et maintenant, il y a un axe entre cette partie-là, c'est-à-dire le Pays Basque et le Béarn, et Carcassonne, puisque Bruno Valentin, le nouvel évêque, est encore pire que les précédents, et l'évêque d'Aix, qui a été mis sous tutelle par le Vatican, parce qu'il était lui aussi trop... il ordonnait des prêtres sans autorisation, et des prêtres qui à chaque fois venaient de congrégations d'extrême droite. Je dois dire tout de suite que Bruno Valentin, l'évêque de Carcassonne, et Bernard Hayet, de l'évêque de Bayonne, ils ont tous les deux en même temps, c'est-à-dire en ce moment, une visite du Vatican qui est
C'est un peu comme les impôts qui viennent chez vous et qui vous disent, Monsieur Torel, on va tout reprendre à zéro. Allez, montrez-moi vos livres de compte. Ce sont des visites disciplinaires. Et ils ont ça. Et il y en a une à la Grâce qui s'est passée en juin. Et c'est l'évêque je sais pas, de Reims ou je sais pas exactement. Et il doit revenir en juillet, passer une semaine là, pour voir, parce qu'il y a eu des pétitions de fidèles. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne va pas, quoi. Et donc, voilà. Alors ça me vaut une première question sur comment ce dégagement de Vatican II et cette installation d'une communauté qui était à l'époque, qui a été exclue de l'Église. Ils sont partis. Jusqu'en quelle année ils ont été réintégrés Non, ça c'est la fraternité Pie X, mais eux, les chanoines de la Mère de Dieu, c'est pas. Ils n'ont jamais été. Non, ce qu'il y a de fou quand même, c'est que le créateur Vladimir de Saint-Jean, celui qui s'est fait virer au bout de 2 ans de présence à la grâce, ce garçon, il a une histoire et qu'on a reconstituée. C'est-à-dire que il va au séminaire à Rome pour devenir prêtre. Et au bout de quelques mois ou d'1 an, il est renvoyé pour agression sexuelle sur certains de ses camarades. Donc il repart et il a la certitude alors de ne jamais pouvoir devenir prêtre. Parce qu'il y a encore 2 ou 3 règles, quoi. Donc là, il s'installe en 1977 dans une communauté de prière du côté de Moissac, avec des communautés comme ça, très, très informelles, qui sont reconnues par personne, mais bon, qui investissent un lieu et qui s'inventent des pratiques, tout ça. Et puis, il a quand même ça, il veut continuer à devenir prêtre. Et là, on est en 77, 79, il part en Espagne. On peut toujours compter sur l'Espagne à ce moment-là. Et il va voir l'évêque de Cuenca. L'évêque de Cuenca qui est député franquiste, qui ensuite, à la mort de Franco, va refuser la loi de transformation, de transition démocratique, et qui a ensuite, quelques années après, une histoire terrible pour avoir couvert en particulier un curé qui a fait des dizaines et des dizaines de victimes d'enfants, quoi. Et cet évêque de Cuenca, dont le nom est dans le livre, mais je ne me souviens plus, il accueille à bras ouverts Vladimir de Saint-Jean, Roger Péquinier, et il le fait prêtre. Il l'ordonne prêtre. Et donc lui revient en France, il est prêtre. C'est comme le permis de conduire, ça marche dans les 2 pays. Et il est prêtre, mais il a un dossier au Vatican. Il est pas. Et donc, ce qu'il fait, c'est que plutôt que de rejoindre un ordre, ben, il va créer le sien. C'est ça qui est extraordinaire, voilà, c'est aussi facile. Personne ne s'adapte à moi, donc. Ouais, voilà. C'est en gros, il devient auto-entrepreneur et il crée une communauté qui change 3 fois de nom et qui finit par s'appeler les Chanoines de la Mère de Dieu et qui est reconnue par le Vatican à la suite d'une déclaration dans les règles, enfin. Et donc il retombe comme ça sur ses pattes là, quoi. Mais a priori, il n'y a pas d'interdit. Quand on ignore tout ce qui s'est passé avant, quoi. Alors dans l'évocation détaillée que tu as faite de cette évolution, il y a un trou, si je peux me permettre, qui est ce trou de l'allemand, et comme tu en parles dans le livre, on va laisser les lecteurs en prendre connaissance. Mais il y a cette occasion manquée de cette partie de l'abbaye, oui, par le département. Alors, il y a 2 questions en une, si j'ose dire, ou deux. D'abord, il y a cet épisode manqué qui est vraiment
qui a des conséquences extrêmement importantes, y compris pour le pays, pas simplement pour des affaires patrimoniales ou culturelles, mais aussi pour le pays et pour le village. Et la deuxième question, qui est liée à ça, c'est pour acquérir cette partie qui est quand même la plus importante en termes de surface et d'entretien, puisqu'ils vont découvrir que la toiture, enfin bon, qu'il y a énormément de travaux à faire, il y a une question de moyens. Et voilà, comme tu vas faire une réponse un peu charpentée, si j'ose dire, c'est l'occasion de le dire, il faut remplacer le toit qui est vermoulu. Peut-être nous dire comment on sait, enfin toi tu le sais, puisque tu es allé aussi enquêter dans les comptes de cette congrégation, voilà, de quoi on vit, comment on vit, qui sont les soutiens, qui sont les réseaux, bon. Alors c'est là où ça devient très intéressant, et c'est là où le livre commence à faire quand même son petit effet dans le village, puisque le livre sort le 8 juillet. Il y a deux exceptions sur Terre. Il y a la librairie Ombre Blanche et la Grâce, où on peut en parler avant. Et ce qu'on a découvert en enquêtant, c'est que derrière les chanoines, il y a tout l'empire Bolloré et l'empire Hachette d'Assaut. C'est-à-dire que du point de vue Hachette, c'est le même. Hein. Oui, non, ouais. Mais ça change tellement quand même que maintenant. Et bon, Bolloré, tout le monde sait maintenant quelles sont ses intentions et à quoi il consacre sa fortune. Il veut l'avènement en France d'une union des droites qui pèserait beaucoup plus sur le versant Zemmour et Bardella que sur le versant François Bayrou, et pour prendre un autre catholique. Mais il se donne les moyens de tisser un empire qui va conforter, alimenter et financer toutes ces initiatives. Moi, quand j'ai commencé l'enquête, que j'en parlais, je voyais bien que les gens avaient un petit peu de mal avec cette histoire du complot, de Bolloré, tout ça, oui. Oui, on me disait, oui. Tout. Et là, l'accélération qu'il y a eu en une année, les 3 derniers mois, quand on regarde la presse financée par Bolloré, les chaînes de télévision, CNews, tout ça, où on voit je ne sais pas si c'est des journalistes, mais en tous les cas, ils sont assis à la place des journalistes qui ont fait une campagne hallucinante comme ça, sans se soucier le moins du monde des notions de déontologie, d'équilibre, tout ça. On comprend qu'on est en plein dedans. Voilà. Et l'abbaye de la Grâce, il se trouve que l'abbaye de la Grâce, c'est dans le volet Église de France, qui importe énormément à Bolloré, qui est un homme très pieux, qui a 2 confesseurs, dont un a été mis en examen pour abus sexuels récemment. Toutes ces histoires sont dans le livre et sont sourcées. Parce que, évidemment, vous ne pouvez pas dire quelque chose comme ça. Moi, je n'ai pas de quoi payer des amendes à M. Bolloré. Donc, c'est sourcé. C'est-à-dire, il y a les preuves. Voilà. Et, il peut attaquer même quand c'est sourcé. Enfin, je ne sais pas pour te faire oui, de la peine. Mais c'est moins cher à ce moment-là. C'est une de ses méthodes. Hein. Oui. Mais là, je crois qu'il n'y a plus le titre qu'on a choisi il y a longtemps, entre masque et mensonge, il n'y a plus beaucoup de masques là, en fait. C'est une espèce de rouleau compresseur politique dont un des champs, un des projets est l'Église de France. Et dans ce projet-là, l'abbaye de la Grâce est un pion extrêmement important. C'est la raison pour laquelle on a fait silence et on a menti sur le scandale sexuel d'il y a 20 ans. Parce qu'au moment où les donations commençaient à arriver, l'argent commençait à rentrer, ce n'était pas imaginable de laisser
de laisser entrevoir qu'il y avait eu un scandale sexuel. Ça faisait pas très joli sur la carte postale. Donc, toute la mission de communication, d'image qui est extrêmement forte, et on en donne des dizaines d'exemples, comme par exemple les matchs de foot du dimanche, enfin il y a des petits... tout est fait pour la carte postale, pour défendre l'idée qu'il y a là des chanoines qui sont jeunes, et ça c'est vrai, qui sont enthousiastes, sûrement, et qui ont un projet merveilleux. Ça, je suis moins d'accord avec ça. Et petit à petit, en enquêtant, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a des choses qui n'existaient pas il y a 10 ans, même dans les projets, et qui ont fait leur apparition, qui est la transformation d'une partie de l'abbaye pour recevoir des gens. Parce qu'au début, c'était on est obligé de faire visiter, parce que sinon, les monuments historiques ne financent pas les travaux, des trucs comme ça. Et maintenant, il y a un projet de faire de cette abbaye une espèce d'université pour l'Église nouvelle. C'est-à-dire de former des gens, des jeunes surtout, pour l'avenir. J'ai rencontré à Pau une journaliste qui avait enquêté sur l'évêque Hayet. Je lui disais, mais par exemple, pourquoi est-ce qu'il fait venir les chanoines de la grâce? Pourquoi il a besoin des... Et elle me disait, en fait, les chanoines de la grâce, malgré les casseroles et les trucs qui commencent à se savoir et tout, ce sont des magnifiques fabricants de prêtres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'Église de France, il y a très très peu d'endroits où on forme des prêtres. Et il se trouve que c'est chez les traditionalistes que c'est le plus efficace. Et à la grâce, ils recrutent de façon... là, ils ont recruté comme chanoine un ancien joueur de l'équipe de volley-ball de je ne sais pas quoi, là, à Saint-Nazaire, là, qui est champion de France. Et il y avait des articles dans la presse. Il est champion de France de volley et le mois prochain, il est chanoine à la grâce. Bon, bienvenue. Et en tous les cas, ils sont plus en forme que nous, ça c'est sûr. Et ce qu'il y a de frappant, c'est que oui, ils sont jeunes, ils ont entre 40 et 50 ans tous. Et moi, je suis allé après enquêter à Encalcat, à Dourgne, parce que c'est là que le Vladimir de Saint-Jean a été enfermé, entre guillemets, et qu'il a fini ses jours là-bas. Et c'est impressionnant parce que j'ai croisé que des moines de 80 balais là-bas. Et le prieur qui m'a reçu, qui est un type fort sympathique, qui lui doit avoir 45 ans, il me disait, depuis que Péquinier, c'est-à-dire Saint-Jean, depuis que Péquinier est mort, au mois de février, ben, il y a 3 autres moines qui sont morts aussi. C'est-à-dire c'est une communauté qui est à l'image de ce que sont la plupart des communautés de moines en France, très vieillissantes. Alors même que c'était une communauté très active, y compris sur le plan intellectuel. Il y avait une des plus belles librairies de monastères à Encalcat. Il y a toujours une librairie impressionnante là-bas. Et donc, à la grâce, évidemment, c'est pour les gens qui croient, qui ont ce rapport-là à la religion, c'est impressionnant quand on arrive. D'abord, c'est très beau, c'est très calme. Et puis, ces gens-là sont très ouverts, très accueillants. Là, il y a 2 gamines qui font un petit film sur l'attentat, justement. D'ailleurs, tu ne leur as pas répondu, je te signale. Elles t'ont envoyé un mail, tu ne leur as pas répondu. Eh oui, il y a 3 jours. Et elles sont marrantes parce qu'elles sont... c'est un film de fin d'études qu'elles font. Elles font un master à Montpellier. Et elles sont allées voir les chanoines, quoi. Et elles étaient très impressionnées parce qu'elles disaient c'est incroyable, ils sont jeunes et tout, et ils sont sympathiques. Ben oui, je ne sais pas à quoi elles s'attendaient. Et alors, leur problème, il y en a une des deux, son problème principal, c'est très j'ai trouvé ça très touchant, c'est qu'elle me dit, mais comment est-ce qu'ils peuvent mentir? Ils n'ont pas le droit de mentir. Et voilà. Donc, et alors, puisque tu abordes ce moment un peu assez dramatique pour nous, interrogeant,
et aussi très révélateur. Peut-être t'interroger sur la question des réseaux et de la communication. Et peut-être d'ailleurs tu pourras évoquer cette publication qui nous a tellement secoué chez Fayard, 3 jours, 3 nuits. Mais je reviens justement à ce moment de 2007 où tu le disais, le matin, vous découvrez ces jeunes qui mettent leur sac à dos dans la voiture s'en va, et il est évident que c'est par là qu'il s'est passé quelque chose. Mais enfin, quand même, ces jeunes gens, c'est pas des lecteurs du Figaro, ils ont été informés par, et ça, on l'a vu après, peut-être un peu avant aussi, c'était le début des réseaux. Ouais. Voilà. Et c'est là qu'on a vu quelque chose dont nous ne nous doutions pas. C'est la puissance de ces réseaux dont on sait, bon, dont on a appris de plus en plus depuis 20 ans combien l'extrême droite notamment, et puis y compris toutes ces antennes, là en l'occurrence c'était Civitas, avaient su utiliser ces réseaux pour amener des gens et les convaincre. Voilà, il y a une espèce de réseau de conviction. Et voilà. Alors il y a ces réseaux de conviction, et puis ça va jusqu'à Monsieur Lagardère et Monsieur Bolloré, puisque quand le livre paraît, Hachette est encore et Fayard sont encore sous le contrôle de Lagardère. Voilà. Et ce livre, par exemple, comment le village l'a-t-il reçu Alors, le livre, d'abord, c'est un objet très étrange, quand même. C'est une série de textes différents, avec des auteurs très différents, une équipe un peu disparate, quand même. Et le village, en gros, il n'a pas lu le livre. Moi, je suis très touché par l'accueil du village sur ce livre-là, sur le mien. Il y a déjà plus de 80 livres qui se sont vendus en une semaine. Et puis surtout, les gens qui viennent m'en parler, c'est très surprenant, quoi. C'est vraiment les Lagrassiens de toujours qui viennent me remercier, alors qu'il y en a la moitié, je me serais dit, eux, ça ne va pas leur plaire, quoi, tu vois, parce qu'il ne faut pas critiquer les chanoines, on ne sait jamais. Et pourtant, l'autre livre, lui, a fait... L'autre livre, personne ne l'a lu dans la Oui, Grasse. Mais il y a la télé, il y a des soutiens. C'est ça. Mais objectivement, ce livre-là, le mien, il est pour les gens de la Grasse. Bon, j'espère qu'il y a deux ou trois personnes des villages alentours qui le liront. Mais l'autre livre, celui de Dio, il n'était pas pour les gens de la Grasse, il était pour vendre cette image de l'abbaye merveilleuse. Et franchement, ça a bien fonctionné. Le 20h30 de France 2 avec Laurent Delahousse, qui reçoit François-Olivier Gisbert, qui raconte dans des envolées lyriques, c'est des gens formidables, mais vous vous rendez pas compte, ils lavaient la vaisselle dans des baignoires trouées, les chiottes étaient bouchées tout le temps, et cette espèce d'imagerie qui vendent, qui revendent, qui survendent, et ça recommence à Pau. À Pau, ils vont faire un prieuré où il y a 1 million d'euros de travaux. Et moi, je les ai vus, j'y suis allé plusieurs fois, ils m'ont reçu et tout. Il y en a pas un qui a tenu un tournevis de sa vie, ça c'est sûr. Hein. Bon, ils amènent de l'argent, ils ont amené, comment ça s'appelle, garanti un prêt d'1 million d'euros. Les chanoines de la Grasse ont garanti un prêt d'1 million d'euros auprès des banques pour les travaux de Pau. Et je lis des trucs sur le site de l'abbaye de la Grasse, dans les sites, le salon belge qui existait déjà au moment de l'attentat, ou Riposte catholique et tout. Et c'est 4 lignes qu'ils ont repris sur le site de l'abbaye et qu'ils font circuler. C'est, les travaux, ils se sont lancés dans ces travaux. C'est toujours l'héroïsme des soldats de Dieu qui vont remonter un truc qui est en ruine. C'est pas du tout en ruine, le truc il est vraiment... la chapelle, c'est
la chapelle, elle est aussi grande que l'église de la Grâce, quoi, la chapelle de Pau, quoi. C'est vraiment un truc, c'est une maison diocésaine qui fait, je sais pas, 3000 mètres carrés avec une chapelle, et que l'évêque a donné aux chanoines de la Grâce en virant les vieux jésuites qu'il y avait à l'intérieur, quoi. Il y avait 6 ou 7 jésuites Kakoshim là, qui arrivaient au bout de l'étape, et il les a virés, quoi. Et donc il a fait une messe pour rendre hommage à ces jésuites qui laissaient la place. Je suis allé assister à cette messe. J'ai une conscience professionnelle terrible. Et la messe, il a parlé 10 secondes des jésuites, et l'évêque, et il a parlé 3/4 d'heure de ce don de Dieu qu'étaient les chanoines de la Grâce. Donc, partout où il passe, c'est la même mécanique de discours de l'héroïsme. Putain, il faut les aider quand même, ces pauvres curés ils ont les chiottes bouchées et tout. Tu vois. Et le passage à la télévision sur France 2 avec Gisberg, avec Sylvain Tesson là, qui vendait son truc, et en face, je ne sais pas si vous en souvenez, moi c'est une soirée qui m'a traumatisé à vie, donc il y avait un autre invité, pas du tout pour parler de leur livre, mais pour parler dans la deuxième partie. Vous ne vous souvenez pas qui c'était? C'est un garçon qui s'appelle François Hollande, qui commence, je crois qu'il va devenir député bientôt. Et François Hollande, à la fin, évidemment, on lui a demandé alors, monsieur le président, quand même, vous voyez, il dit, ah oui, je vais vous dire, ça me donne envie de faire une retraite là-bas. Le 20h30 le samedi soir, vous savez. Non, le dimanche soir. Dimanche soir, la deuxième partie du journal de 20h de France 2. Journalistiquement, d'abord, c'était une ineptie grave, et ensuite, intellectuellement, c'est quand même gravissime, quoi. Alors, je vais, avant de donner la parole au public, peut-être une dernière question. Il reste encore beaucoup de choses à raconter, donc il va rester beaucoup de choses à lire dans ce livre. Mais puisque tu parlais d'héroïsme, petit pourtant, puisque tu parlais d'héroïsme, on va peut-être évoquer un héros qui a été récupéré d'une certaine façon complètement même récupéré par les chanoines de l'abbaye, qui est Arnaud Beltrame. Et voilà, et donc tu allais aussi interroger. Ouais. Alors en fait, je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est-à-dire, il n'a pas été récupéré par les chanoines, il a été récupéré par un chanoine. Ouais. Et j'ai bien vu, parce que j'ai quand même interrogé Michel là-dessus en lui disant quand même... parce que bon, en 2 mots... il a pas pardon, mais quand même, lors de l'hommage à la cathédrale, à la cathédrale de Carcassonne. Oui, à la cathédrale. Ouais. C'est le père... Ça a été il a dit une des homélies. Il y a une homélie qui a été donnée par... Une des homélies qui a été donnée par ce chanoine qui... Ah, c'est celui-là, d'accord. C'est celui-là, ouais. Et ce qui a pris tout le monde de court, parce que les politiques se sont retrouvés à gober. Ouais. En plus, avec un discours dont je donne un extrait qui est hallucinant, quoi. Et donc, ce qui se passe, c'est que Beltrame est ouais. Alors, le colonel Beltrame, c'est celui qui a été assassiné. Voilà. Donc, il est adjoint au chef de la gendarmerie de l'Aude, et il vient un jour à l'abbaye de la Grâce pour une visite de sécurité. On y était, nous, parce qu'on nous avait demandé d'y être, on a des locaux à côté, on nous avait demandé d'y être parce que c'était voilà, et parce qu'il fallait aussi que nous, on ait une pièce sécurisée. Enfin bon, l'abbaye de la Grâce est un site qui est susceptible d'être attaqué par les mouvances islamistes. Ça fait plaisir à personne, mais bon. Donc il y a des moyens de sécurité qui sont prévus, des procédures et tout qu'on nous a demandé de répéter. Et ce jour-là, nous on y était, on a vu ces gens-là. Bon, je ne savais pas qui était ce garçon. Et là, au cours de la visite, il a rencontré un des chanoines qui était un de ses anciens compagnons de Saint-Cyr. Ils avaient fait Saint-Cyr ensemble. Et donc, voilà, ils se sont congratulés, et Beltrame est revenu le voir
plusieurs fois. Et il était marié, Beltrame s'est marié avec une jeune femme, mariée civilement. Et là, comme lui était en chemin, en interrogation, en chemin de foi, il a rencontré un des chanoines qui lui a dit « mais il faut vous marier religieusement, il ne faut pas rester dans le péché, tout ça et tout ». Et donc Beltrame a dit « oui, on va y réfléchir ». Il dit « non, mais nous, on fait de la préparation au mariage, venez avec votre épouse et on va… » voilà. Et donc il est revenu 2 fois et il a commencé à préparer un mariage religieux qui n'a pas eu lieu puisque hélas le drame est arrivé avant. Et le soir de l'attentat, ce chanoine-là, qui s'appelle Jean-Baptiste ou je sais pas quoi, s'est précipité à l'hôpital. Et quand il a appris que c'était Beltrame, qu'il essayait de suivre et tout. Et là, il s'est présenté aux journalistes, et il leur a dit, voilà, je suis le confesseur du colonel Beltrame et tout. Alors les journalistes, ah bon, oui. Et il s'est autoproclamé meilleur ami de Beltrame, et voilà. Et il a commencé à faire des conférences dans toute la France sur le thème le colonel Beltrame, saint et martyr, etc. Et il n'y a qu'un truc qu'il ignorait, qu'il a appris après, c'est que Beltrame était franc-maçon aussi. Que dans son chemin de foi et ses interrogations sur la vie, il avait un parcours singulier qui lui appartenait après tout. Et bon, bref. Et il s'est imposé, ce garçon s'est imposé. Il a même harcelé d'une certaine manière, c'est elle qui le dit, la veuve de Beltrame dans les jours qui ont suivi. Et elle dit, j'ai mis 3 ans à lui répondre, quoi, parce que bon, voilà. Et donc ce garçon a un peu récupéré le colonel Beltrame. Il donne des conférences sur mon ami Beltrame. Et moi, j'en ai parlé au père Michel en lui disant que quand même, ça me paraissait un peu limite. Et manifestement, ça lui paraissait aussi limite, lui, quoi. Oui, enfin, ça, c'est la force des fake news, finalement. C'est que le mal quand c'est déclenché, le mal est fait. C'est très difficile de revenir en arrière. C'est difficile de revenir en arrière. Sauf à lire. Sauf à lire. Abbaye de la Grâce. Voilà. Bon, des réactions dans le public, des questions, des précisions à demander. Oui. Sur les rapports entre les médias et le mouvement religieux de ce genre-là, ça me fait penser à une autre émission. C'était, je crois, l'été dernier, où il y avait 3 animateurs de télévision plus ou moins mis sur la touche, qui ont fait des stages dans un monastère en Corse. Ça vous dit quelque chose? Ah ben oui, mais c'est un peu le même genre. Je ne l'ai pas raté, ça. Hein. Et c'est des moines qui aussi en ont lourd c'est sur C8. C'était sur C8. Oui, c'est ça. Ouais. C'est la planète Bolloré. Hein. C'est étonné que personne ne réagisse dans les autres médias. Ouais, il y a eu quelques papiers un peu, mais c'est une, comment dire, il y a une offensive dans tous les médias Bolloré de l'extrême droite catholique qui est absolument effarante, et ça va très vite, ça va très très vite, ça a basculé en un an, quoi. Et cette émission-là, oui, qui est une série de 6 émissions, qui était assez médiocre d'ailleurs, mais ça confirme. Par exemple, vous avez sur CNews tous les dimanches à midi et le soir une émission avec des curés qui lisent l'actualité. Alors très souvent, ça ne fait pas une très grande différence avec Pascal Praud, hein, les curés qui sont là. Mais
Mais c'est pas exactement le même clou qu'ils enfoncent, mais même la messe sur Antenne 2 il y a 40 ans, c'était pas au moment du repas, c'était un peu avant. Là, il y a une offensive totalement décomplexée qui passe par l'affirmation de certains principes qui ont peu à voir avec la déontologie journalistique, avec la mesure. Bon, voilà, c'est comme ça. Autre, oui. À votre avis, Rome aurait perdu le contrôle sur la fille aînée de l'Église? Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que le pape actuel n'est pas très satisfait de ce qui se passe dans cette partie-là de l'Église. C'est-à-dire qu'en gros, ces chrétiens-là, ces communautés-là, qui sont proches de l'extrême droite, sont surtout d'un rite d'avant Vatican II. Et en gros, leur rite est officiellement interdit par le Vatican. Mais je veux dire, à la grâce, la messe est en latin, le dos tourné aux fidèles, pour ne pas les voir. Et voilà, c'est ça. Mais il y a, et j'en parle quand même dans le livre, il y a quelque chose de plus profond et de plus grave que ça. C'est qu'il y a, dans ces rites-là d'avant Vatican II, une obsession pour les questions sexuelles. C'est-à-dire qu'à la grâce, et j'ai le témoignage de l'ancien Lucas Raguel, de l'ancien vicaire général, donc, qui a démissionné à cause de ça. Il y a des témoignages de parents qui ont amené des enfants à l'abbaye pour des confessions. Et il y a une obsession de la sexualité dans la machinerie confessionnelle. Ça n'a pas existé, ça, quand même, la machinerie confessionnelle. Il y a une obsession des questions sexuelles à des gosses de 8 ans ou de 12 ans, quoi, vraiment. Bon. Et ça, évidemment, ça veut dire quelque chose. Et ça renvoie toujours à cette partie-là de l'Église d'extrême droite qui est pas très à jour avec son propre corps, manifestement. C'est plutôt un témoignage, c'est par rapport à la réception du livre, effectivement. Les personnes à la grâce qui ont lu le livre récemment, ou un grand nombre de personnes, disent avoir découvert beaucoup de choses et ne pas s'attendre à ce niveau d'hypocrisie de la part des chanoines qui sont effectivement, qui jusque-là bénéficiaient d'une forme d'impunité, de neutralité. En tout cas, il y avait à leur égard une image plutôt favorable. Et moi, je trouve ça abyssal et effrayant parce que 2007, l'attentat est quand même relié dans les esprits de manière claire aux chanoines. Et je trouve que ça nous documente sur ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Il suffit d'être jeune, de porter beau. Les SS étaient des gens très polis et bien habillés, quoi. Il y a un côté comme ça. Je trouve ça, et je trouve que le livre est de ce point de vue remarquablement éclairant, quoi. Alors, c'est une chose qui m'a surprise aussi parce que bon, nous on était très inquiets depuis des années sur cette question-là et donc on avait l'impression que tout le monde devait l'être. Ça se passe pas comme ça. Il y a la grâce, il y a une population très traditionnelle de paysans de l'Aude, bon, comme ça, qui a priori ont un infini respect pour tout ce qui est curé, même s'ils vont pas à l'église, mais quand même, c'est des curés. Et là, c'est quand même plus que ça, c'est que le chef de gendarmerie de la Grâce, que j'ai vu parce que je suis allé le voir, parce que pourquoi je suis allé le voir ? Oui, je voulais
qui m'aide à comprendre. Parce que moi, j'ai jamais été fait diversier. J'ai été journaliste pendant très très longtemps, mais je n'ai jamais fait de faits divers, de justice. Et c'est des mécaniques très particulières. Et vous vous adressez pas à un procureur. Moi, je sais pas ce qu'on peut aller chercher dans un greffe de tribunal ou pas. Bon. Et je voulais savoir si le Vladimir de Saint-Jean, qui a donc commis des crimes sexuels dans l'abbaye sur la personne de jeunes chanoines qui étaient là, je sais qu'il partait très souvent à Carcassonne, à Perpignan, avec un chauffeur, parce que lui n'avait pas le permis, pour se dévergonder, quoi, disons. Et donc je me suis dit, c'est vraisemblable qu'il ait été à un moment arrêté. Comment est-ce qu'on peut avoir accès à des mains courantes, à des choses comme ça? Et j'ai écrit au procureur qui me répondra dans 8 ans, j'imagine. Et donc je suis allé voir, on est dans un village quand même. Donc on a un chef de gendarmerie que moi je ne connais pas, mais que j'avais salué 2 fois. Donc je vais le voir, j'ai dit voilà sur quoi je travaille. Comment on fait pour... Bon. Et donc il me dit, vous n'aurez jamais les mains courantes, tout ça, ils vous communiqueront jamais ça. Bon, on discute et il me dit, mais c'est quoi ces histoires mais pourquoi, qu'est-ce qu'il faisait et tout. Donc je lui explique et il tombe des nues. C'est-à-dire que lui, il a par exemple, pendant toute la période du confinement, il a surveillé les chanoines et il les a allumés parce que les chanoines, volontairement, ne respectaient aucune règle, aucun masque, aucune distance de sécurité dans leur église et tout. Donc lui, il les a bien alignés. Bon, ils s'en foutent, mais il les a quand même bien surveillés. Et là, il tombe des nues. Il me dit, mais c'est quoi cette histoire? Et donc je lui fais lire le bouquin et il était quoi, tu vois, il est quand même chef de la gendarmerie depuis des années. Il n'a jamais entendu. Je lui ai dit, mais quand même. Après, je me suis rendu compte que ça remontait à 18 ans, là, l'histoire de Pékinier, c'est 18 ans. Et il y a dans le village, comme ça, des tas de gens mais des tas de gens. Je suis très surpris quand même les vieilles familles lagrassiennes, des gens les alquiers, pour ceux qui connaissent, tout ça, qui viennent me voir au jardin et qui me disent « Ah, j'ai acheté ton livre, là, et tout. » Et les types, ils découvrent ça. Et je suis très surpris par l'accueil très, très chaleureux qu'ils ont, alors que ce sont des gens qui sont très respectueux des institutions, bon, voilà. Après, moi, mon livre, il est... je ne sais pas si je peux dire qu'il est mesuré. Moi, je crois qu'il est mesuré. C'est-à-dire, je respecte la parole. J'ai rencontré les chanoines, j'ai parlé avec eux de ça. Et si le livre existe, c'est parce qu'à un moment donné, le père abbé, le chef, m'a dit la vérité. C'est-à-dire que je savais des trucs que je ne pouvais pas prouver. Parce que j'ai correspondu, par exemple, avec le gars qui a dirigé le procès canonique. Hein, on a échangé des lettres et tout. Mais lui, il a refusé de me dire plus qu'un certain nombre de confirmations. Et le père abbé, Emmanuel Marie, je dois reconnaître que un jour, je lui dis, il y a eu des abus sexuels, vous le savez. Et là, des fois, ça sert d'être un curé et de ne pas oublier ses vœux. Il m'a dit la vérité. Alors que le père Michel, son adjoint, lui, il m'a menti du début à la fin. Et quand la dernière fois que je suis allé le voir à Pau et que je lui ai dit, mais Michel, quand même, vous m'avez toujours menti, cette histoire-là. Le père abbé m'a dit que c'était vrai. Il dit, oui, non, mais quand je vous en ai parlé, je ne le savais pas. D'accord. Mes petits-enfants, ils mentent mieux. Et d'ailleurs, ils ne mentent pas. Je ne vois pas pourquoi je dis ça. Et c'est toute cette histoire. C'est que, en gros, il y a
ce qu'il y a de plus étrange pour les gens de la grâce, c'est que ces gens-là puissent mentir. C'est curieux, hein. Enfin, c'est curieux. En même temps, je les comprends, quoi. Mais et là, ils ne sont pas sortis des ronces, parce que, en gros, il est maintenant établi, confirmé par le père Abbé, qu'il y a eu des abus sexuels et que ça n'a jamais été jugé. Bon, évidemment, l'autre, il est mort, hein, maintenant. Mais il y a quelque chose qui peut se dire, c'est tout le travail de la commission Sauvé, hein, on peut dire les choses, même après la disparition des criminels. Mais le problème, c'est que cette affaire, c'est pas une affaire, comment dire, moi, je n'ai aucun, je ne sais pas si je peux dire ça, mais je n'ai aucun soupçon sur les chanoines d'aujourd'hui. Je sais que, enfin, je me dis comme ça que il n'y a aucun lézard de cet ordre-là, quoi. Il n'y a pas de problème d'abus ou je ne sais pas quoi avec les jeunes chanoines. Je ne sais pas pourquoi je pense ça. Mais sur ce qui s'est passé et qui est établi il y a 20 ans, ils ne veulent pas lâcher parce que tout le projet politique qui est bâti avec Bolloré, tout ça, on a besoin d'une vitrine propre, quoi. Voilà. Et oui. Personne n'est parti. Un peu l'affaire au début. Le premier évêque qui les a acceptés, il s'est fait avoir complètement. Donc il les a reçus, il a dit c'est bien, ça va revivre, etc. Ils lui ont vendu l'image qu'il a fait après. Le deuxième, l'année, était un petit peu redoutable. Là, je l'ai connu pour une affaire justement d'agression sexuelle sur quelqu'un que je connaissais très bien, et donc je suis intervenu pour lui. J'ai discuté avec lui. Il a masqué complètement le procès qu'il y a eu canonique. C'est une façon de ne pas le livrer à la justice. Il a refusé de le faire. Alors qu'il a été, vous le savez, il y a eu des pétitions, etc. Bon, moi j'étais à cette époque-là, j'ai des amis de la Ligue catholique, en particulier Luc Carraguel, qui devait se faire virer. Donc il n'en a pas tenu compte. Et le troisième qui est maintenant, c'est vraiment le glissement total. On est passé d'un des pierres qui était un peu vieillissant, un autre qui commence à serrer le boulon pour pas que ça sorte, et le troisième qui, en plein jour, fait n'importe quoi. Et qui est devenu porte-parole de la communication. Ouais, ça renseigne sur l'Église de France, quand même, mais bon. Ouais. Alors, là où... Ouais. Ouais. Mais je pense que ça va mal finir pour lui. Il y a des visites là qui se préparent. Alors, celui qui est intéressant, c'est Planel, c'est celui d'avant. Parce que ce que je raconte dans le livre, c'est à la fois lui qui, dès qu'il sait ça, en une semaine s'est plié. En une semaine, il a viré il va à Rome, et donc il a mesuré la gravité des choses. Donc il a plié l'affaire, il a viré Vladimir en une semaine. Mais il a tenu à ce que le procès soit un procès en interne à l'Église, que ça ne se sache pas. Et je pense que c'est parce qu'il y avait déjà en route autour de la grâce un projet qui les dépassait complètement. Et surtout, à mon avis, les parties civiles, je ne sais pas, en canonique, ça ne s'appelle pas les parties civiles. Non. Les plaignants. Les tiers lésés, ça s'appelle. Voilà, les tiers lésés, bon, on a dû les arroser pour qu'ils... Non, je ne crois pas, non. On les a pas... À la grâce, ce n'est pas des fils de pauvres. Hein. Non, mais non. Les chanoines, pas du tout, non, vous avez raison. Les parents, ils ont le bras long et... Mais c'est pas, je ne crois pas que ça se soit joué comme ça. Je me trompe peut-être, mais je ne crois pas que ça se soit réglé comme ça. Ça s'est réglé d'abord avec beaucoup de honte, parce que le propre d'un procès canonique, c'est qu'on s'intéresse à tout sauf à la victime. On juge l'institution. Et il y a, je cite le cher Patrick Boucheron, qui, comme il s'intéresse à tout, il s'est aussi intéressé au rapport Sauvé. Il avait fait une émission là-dessus et
il raconte que, en gros, ce qui se joue, c'est dans la protection de l'institution, on juge pas par rapport à la victime, on juge par rapport au mal qui peut être fait à l'institution. Et Planet, lui, il renvoie à la justice ecclésiastique. C'est donc un gars de Montpellier qui instruit le procès, et les victimes ne sont pas victimes dans ce procès. Ils sont témoins, assistés, parce qu'eux, on s'en fout complètement. Ce qui a changé depuis le rapport Sauvé. Mais à cette époque-là, c'était encore ça. On est bien d'accord, personne ne le sait. Le procès canonique, Ah non, ah non, personne ne le sait. Ouais. Ah oui, oui. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui parle. Bien sûr. Donc c'est bien le souhait de... Bien sûr. Et oui, il fallait pas que ça se sache. Planet, lui, ne voulait pas que ça se sache. Mais il voulait virer ce type, parce qu'à mon avis, on ne sait pas tout encore hein, des exactions qu'il a commises, mais quand même, en 15 jours, il lui a plié l'affaire. Quand vous voyez comment les choses traînent, 15 jours, ça va très vite hein, quand même. Il le reçoit et il le vire tout de suite. Hein. C'était pas un garçon sympathique. Hein. Moi, je suis allé donc à Dourgne, là-bas, je ne sais plus comment ça s'appelle, à Calcate. Et le prieur qui m'a reçu, qui est un garçon charmant, m'a parlé de lui. Il m'a dit, et même le père abbé de la Grâce m'a dit, moi je suis allé le visiter régulièrement tous les 2 mois pendant 10 ans, et il ne m'a jamais pardonné de l'avoir laissé juger, quoi, en gros. Ouais. Et il m'a dit, c'était un garçon qui avait une hargne contre nous qui était terrible, quoi. C'était un homme de pouvoir, hein, quand même. Quelqu'un aussi qui avait des ambitions. Moi, je l'ai interviewé quand il est arrivé dans le diocèse, en tant que journaliste. Hein. Ouais. J'étais écœuré, quoi. C'est la première fois. C'était un chef d'entreprise. Il me parlait presque de marketing. Ouais. Il se voyait déjà au-dessus. Donc, il ne voulait surtout pas qu'il y ait d'affaires Ouais. pendant qu'il était là. Hein. À mon avis, il y avait ce côté qui l'intéressait à lui personnellement que ça. Ouais, ouais. Il comptait monter, puis ça c'est pas arrivé. Il a un parcours assez incroyable quand même, cet homme. Hein. Mais bon, Dieu l'a rappelé à lui, donc on ne peut plus... Est-ce qu'il y a encore une question, une intervention? Oui, madame. Ne forcez pas la voix. Gardez-la pour dimanche. J'ai lu, entendu plusieurs témoignages de personnes qui s'engagent pour les victimes de l'Église. Ils témoignent qu'ils ont reçu des menaces, voire des menaces de mort. Est-ce que vous ne craignez pas des représailles? Non, enfin non. Enfin, ça m'enchanterait pas, quoi, qu'on essaye de mettre le feu à ma maison, mais non, je veux dire... en plus, comment dire, le livre, il est sourcé, vraiment, parce que on ne peut pas, dans ces affaires-là, rester dans l'à peu près. Donc, tout est sourcé. Donc, je sais qu'à la Grâce, autour de l'abbaye, il y a des gens, il y a une espèce de dame qui a arraché l'affiche l'autre jour, l'affiche du livre, en disant « tout est faux ». Tu vois, bon, elle ne l'a pas lu, évidemment, et tout est sourcé. Parce que, voilà, on peut faire attention, respecter son éditeur aussi, pour ne pas lui foutre des procès intempestifs. Et non, je ne sais pas. Je pense que, quand même, moi j'ai commencé à écrire ce livre il y a 1 an, j'ai l'impression d'être un tout petit peu rattrapé par l'actualité politique. Donc il faut que chacun, à sa place, trouve un moyen de batailler. Et je crois que ce livre, c'est un moyen de batailler. Après, bon... Et sur la question des menaces, on les a déjà vues en 2007, avant le banquet du livre, et puis surtout après, et le torrent d'injures et de menaces qui pouvaient exister sans qu'on le sache dans des réseaux dont nous ne connaissions absolument
pas l'existence. C'est assez saisissant, mais bon, la menace, l'invective, l'insulte, ce torrent de noirceur, ça fait partie, malheureusement, depuis l'invention de ce machin où tout le monde peut dire de tout sans jamais dire qui il est. C'est un peu c'est dramatique, c'est vrai. Je voudrais juste préciser sur la question du mensonge et de l'usage du mensonge qu'en 2007, nous avons été victimes, là aussi, nous, Jean-Michel et moi et toute la communauté autour de Verdier, des organisateurs du banquet et toute la librairie, nous avons été victimes de mensonges et du mensonge du père abbé de l'époque qui a affirmé qu'il n'avait pas vu et que n'avait absolument pas existé une bande de scouts qui avait été vue la veille circulée par une fonctionnaire du Centre national du livre, dont le témoignage n'a pas été reçu par la gendarmerie, pas plus que des acteurs significatifs, un homme qui possède un terrain qui les avait abrités. Je veux dire, le mensonge, et là en l'occurrence, il faut le dire, l'action du préfet de l'Aude de l'époque, je ne sais de quelle façon pour classer l'affaire, a été déterminante. Mais il se trouve que ce préfet était lié à l'abbaye. Donc, je veux dire, le mensonge, il est... Oui, ce qu'il y a, c'est que nous, on n'a pas compris pendant longtemps pourquoi l'enquête, qui démarrait très bien, avec des gendarmes... très décidés. Ah oui, les gendarmes étaient très décidés. Très malins, avec par exemple l'adjudant Rodriguez. Et des scientifiques même. Oui. L'adjudant Rodriguez, que je salue, il est à la retraite, et qui m'a dit, moi, le matin, je lui ai dit, mais vous savez, j'ai vu parce que moi, j'allais à l'abbaye porter le communiqué de presse pour qu'ils soient au courant, parce que jamais on pensait qu'ils pouvaient avoir quelque chose à voir avec ça. Donc... et je suis allé porter le communiqué. Et là, j'ai vu les 3 scouts exfiltrés par un chanoine. Et je suis resté complètement... Et je raconte ça à Rodriguez. Et il se marre. Il me dit, oui, mais je les ai vus, moi. Je dis, comment ça? Il me dit, oui, quand je suis rentré dans la cour d'honneur, ils étaient au fond, là-bas. Je les ai appelés. Et il m'a dit, ils n'ont pas dû m'entendre parce qu'ils sont partis. Là, je ne les ai pas revus. Et il se marrait. Et donc, c'était avéré, quoi. Simplement, il y a eu des instructions. On n'a pas compris pourquoi jusqu'à ce que le préfet de l'Aude se tue dans un accident de ski ridicule dans les Alpes. Je souhaite ça à personne. Je veux dire de faire du ski dans les Alpes. Même en disant que c'était les Pyrénées. Oui. Et oui, il est... Ouais. Il n'était pas seul, pour tout dire, mais bon, l'enquête n'a pas pu l'établir. Et donc ce garçon meurt, ce qu'on souhaite à personne, évidemment. Il est enterré en grande pompe en Bretagne, chez lui. Et un jour, je reçois un coup de fil du président du Conseil général, Marcel Reynaud, qui me dit « Est-ce que tu as vu l'article de la Dépêche sur les obsèques du préfet ?» Je dis « Non, faute. » Et il me dit, j'espère que c'est pas vous qui l'avez écrit l'article, enfin il n'y a rien de mal dans l'article, mais il me dit, ben voilà, je te le lis, il le lit, et donc il dit la messe était concélébrée par les chanoines de la Grâce, une communauté dont monsieur le préfet était très proche. Il était un familier. Voilà. On dit bon, ben d'accord. Marcel il me dit, t'as compris? J'ai dit ben oui. Là j'ai compris, ouais. Donc voilà, il a arrêté l'enquête. Nous, on avait un avocat... qui a été particulièrement affligeant. On a pris mais ça va pas, non? On a pris c'est un avocat toulousain, je te prie de respecter le barreau de Toulouse. Non, qui n'a rien foutu, bon, voilà. Mais après, je ne sais pas s'il aurait pu quelque chose, mais l'enquête a été... elle est très bien partie. Il y avait eu des... Et puis voilà, elle s'est arrêtée. Bon. C'est un film de Yves Boisset que nous venons de vous raconter. Pour ceux qui ont connu le cinéma d'Yves Boisset dans les années... Bon, je crois que nous allons... Parce qu'on va vous laisser quand même quelque chose à lire. Hein. Il est 7h30. Merci Jean-Michel. Merci à toi. Voilà, merci à vous. Et donc à la lecture et aux signatures si vous voulez. Merci.